Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. C'est une nouvelle alerte du GIEC. Le groupe intergouvernemental des experts sur le climat prédit déjà la réalisation impossible des objectifs de réduction du réchauffement climatique si rien n'est fait. Un rapport qui alerte également sur de nombreux risques et pour en parler, nous recevons Khalid Temsamani. Il est professeur à l'université Abdelmalek Essadi de Tétouan, également expert international en changement climatique et biodiversité. Il est également le secrétaire général de la Fondation Maison méditerranéenne du climat au Maroc. Bonjour professeur. Bonjour cher Omar et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté, plaisir partagé. Alors, c'est un 6e rapport donc du GIEC qui sort. Que dit ce rapport, professeur ? Eh bien, vous l'avez bien dit à l'instant, l'atteinte des objectifs de température tels que décrites par l'accord de Paris pratiquement devient difficile. Mais je voudrais dire qu'il y a un peu d'optimisme dans tout cela, malgré que, vous venez de le dire, il y a eu la publication d'abord fin février d'un rapport qui est ce qu'on appelle le Work Group 2, le deuxième groupe de travail du GIEC, dans le cadre du 6e rapport qui va sortir dans les quelques mois qui vont venir. Ça, d'une part, il y avait un signal d'alarme comme quoi les fenêtres d'opportunité pour l'action climatique est de plus en plus, se resserrent de plus en plus. Ça, c'est un peu difficile à dire aux gens, mais après, il y a 2 jours, justement, le 4 avril, un deuxième rapport est sorti, celui du groupe de travail 3, qui lui donne un peu quelques pistes sur lesquelles les politiques et les individus peuvent travailler pour que on continue à aller utiliser cette petite fenêtre d'opportunité qui se resserre pour essayer de minimiser les dégâts. Alors, Omar, permettez-moi de donner quelques chiffres. Bon, désolé, ils sont un peu alarmants, mais on est bien obligé de les donner. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut faire confiance aux scientifiques. Ça, c'est très important. Donc, le deuxième rapport, si vous voulez, du groupe 2 dit qu'il y a entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vivent actuellement dans des contextes très vulnérables. Donc la vulnérabilité, c'est quelque chose de très important. C'est un peu le mot-clé de ce que je vais raconter là maintenant. C'est que dans un système ou dans un environnement vulnérable, la mortalité humaine due aux inondations, aux sécheresses et aux tempêtes est 15 fois plus élevée par rapport à un système qui est moins vulnérable. Ça, c'est très important. Et il faut s'attendre à une accentuation de l'intensité, de la durée et de la fréquence des aléas climatiques extrêmes. Donc, on a vu ces derniers jours des pluies violentes, des tempêtes et des inondations, justement. Et le GIEC, dans son rapport du groupe 2, parle d'événements en cascade. Il faut souligner ce mot cascade. Donc, ce sont des événements qui vont se succéder sous différentes formes et en cascade. Et alors, la hausse de la mortalité liée aux inondations, sécheresses et tempêtes a été 15 fois plus importante pour les pays très vulnérables, donc encore la vulnérabilité, par rapport aux pays moins vulnérables au cours des 10 dernières années. Donc, et ça, ces inondations vont augmenter avec l'augmentation du réchauffement climatique. Et cette intensité des précipitations augmentera aussi, bien entendu, les inondations au niveau local, au niveau des villes, et les dommages directs causés par ces inondations devraient augmenter 4 à 5 fois si je suis dans le scénario de 4 degrés Celsius, qui est celui que nous voulons éviter, donc un scénario de réchauffement 4. Mais par rapport toujours au scénario de 1,5 degrés Celsius, tel que décrit par l'accord de Paris. Donc, ces inondations, et je termine avec ces chiffres, donnent pour l'Afrique, l'Afrique est particulièrement concernée, parce qu'il y a ce phénomène migratoire climatique, ou de migration climatique, qui va augmenter. Et il est prévu qu'il y aurait des déplacements humains de 200% pour un scénario de 1,6 degrés Celsius. Et si on va vers un scénario de 2,6 degrés Celsius de réchauffement, ce que nous ne voulons pas, cette migration augmenterait de 600%. Donc vous voyez, vous comprenez l'impact sur les pays, sur les politiques, sur les stratégies.
locale. Alors, Alors, je veux dire que, oui, en plus, oui, professeur, allez-y, je pense allez-y. que quand même c'est des données intéressantes. Je rappelle que à l'issue du G, à l'issue plutôt de la COP 21 à Paris, l'objectif était de stabiliser, en tout cas de ne pas dépasser 1,5% de degré de réchauffement climatique. Et là, selon donc le GIEC, c'est un objectif qui ne sera pas atteint. Alors, cela dit, est-ce que ces phénomènes que l'on voit aujourd'hui, hein, on en a vu, on en voit à travers l'écran tout à l'heure, est-ce que ces phénomènes étaient vraiment prévisibles, mais surtout évitables en fait? Très bonne question, Omar. Bien sûr qu'ils étaient évitables. D'ailleurs, comme je l'ai dit, 2 jours avant, donc le 4 avril, le groupe 3 a publié un rapport assez important où il dit que effectivement, on a encore des opportunités à saisir, mais il ne faut pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que sans réduction immédiate et radicale des émissions dans tous les secteurs, on ne parle plus que uniquement du secteur de transport d'habitat ou d'industrie. Non, maintenant il s'agit de faire des réductions radicales dans tous les secteurs. Si on ne le fait pas, il nous sera impossible de limiter le réchauffement planétaire à 1,5. Ça, c'est un. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la fenêtre des opportunités est en train de se resserrer, mais il faut la saisir. Et il faut savoir aussi que depuis 2010, les coûts de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne et des batteries n'ont cessé de diminuer, parfois de 85%. Donc ça, c'est une opportunité pour essayer de stopper ce réchauffement, ces émissions de CO2. Donc aller vers saisir l'opportunité des coûts de ces énergies renouvelables qui sont en train de diminuer. En plus, beaucoup de pays ont émis des textes de loi et des politiques qui améliorent le rendement énergétique, réduisent les taux de déboisement, accélèrent la mise en place d'énergies renouvelables. Ça, c'est une opportunité. Mais le GIEC a dit aussi, il y a quelques jours, qu'en prenant les bonnes décisions aujourd'hui, nous pouvons garantir un avenir vivable, mais nous disposons des outils et du savoir-faire nécessaires pour limiter ce réchauffement. Donc, si je prends, par exemple, le secteur, on doit prendre des mesures de transition dans les secteurs énergétiques. Ça, je viens de le dire. Il faut passer et éviter d'utiliser les combustibles fossiles, voire les minimiser, chose qui était difficile à Glasgow. Vous vous rappelez, il n'était pas possible de carrément stopper le charbon. Et il faut procéder à une électrification à grande échelle et améliorer les rendements énergétiques. Et surtout, là j'insiste, encourager la production massive de l'énergie verte, qui est le carburant du futur. Et là, le Maroc, il a son mot à dire, parce qu'on est on est sur la bonne voie d'être un bon producteur d'énergie, d'hydrogène vert. En matière d'infrastructure et de technologie, on doit changer nos modes de vie et nos comportements et nous diriger vers une diminution. Si on veut se diriger vers une diminution de 40 à 70% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, eh bien, il faut entamer un certain nombre de transitions, pas seulement énergétiques, mais de transitions dans notre vie, dans un changement de paradigme dans nos modes de vie. Et puis, combiner l'électrification des transports avec l'adoption de sources d'énergie à faible émission de carbone, favoriser les mécanismes naturels d'absorption et de stockage du carbone et réduire les émissions industrielles, travailler sur les systèmes agricoles et de foresterie, ce qu'on appelle le climate smart agriculture. Et pour ne pas faire long, il y a la question de la finance climat qui a été citée dans ce troisième rapport, dans le cadre du troisième rapport du groupe 3, mais dans le cadre du 6e rapport, qui indique que même si on multiplie d'un facteur 3 à 6 les ressources financières dont nous disposons pour limiter l'élévation de la température à 2 degrés à l'horizon 2030, ce volume reste quand même insuffisant. Il faut donc encore plus d'efforts de la part des pays développés pour soutenir encore les projets d'adaptation. Parce que là, il s'agit de l'adaptation au changement climatique, et ça, c'est les pays comme le nôtre, les pays africains qui ont besoin de ces financements qui n'arrivent toujours pas d'une manière suffisante. Alors, cela nous rappelle les fameux 100 milliards de dollars prévus ou promis donc, lors de la COP 21, des 100 milliards de dollars en tout cas qui peinent à arriver à destination notamment des pays en développement. Alors, professeur, on voit le contexte actuel de tension avec la flambée des cours des matières premières, notamment d'hydrocarbures. Selon vous, est-ce que ce contexte actuel est de nature à jouer en faveur des énergies vertes?
Absolument, vous avez tout à fait raison, Omar. C'est l'occasion à saisir, à ne pas rater. Je vais dire que pendant un siècle, nous avons opéré, nous avons vécu, mais d'une manière qui n'était pas soutenable du tout. Ça, il faut le dire, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif. On a fait des choses qui étaient vraiment des folies vis-à-vis de la nature. Maintenant, il est temps, avec ce contexte global dont vous venez de parler, de accélérer, en tout cas pour le Maroc et pour l'Afrique, accélérer cette transition vers des énergies vertes le plus rapidement possible. Le gaz naturel, je dirais pas non, parce que c'est aussi une sorte d'énergie qui est encore plus propre, notamment par rapport aux énergies fossiles, le reste des énergies fossiles. Il y a aussi l'hydrogène vert que je viens de citer et l'éolien et tout le reste, le solaire. Je voudrais dire tout simplement qu'en tant qu'humains, vraiment, nous avons adopté des pratiques non durables pendant plus d'un siècle, je viens de le dire, que ce soit dans notre mode d'utilisation des terres, des ressources en eau, ressources halieutiques, forêts, etc. Il serait temps que ça s'arrête. Il est temps de prendre conscience individuellement et collectivement des dangers qui vont nous tomber dessus si cette température continue à augmenter et si nos émissions de CO2 continuent à augmenter. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer vers des énergies plus vertes et vraiment la prendre comme la décision la plus stratégique en ce moment. Et si vous voulez, vous savez que dans quelques mois, au mois de novembre, il y a la COP 27 qui se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et donc, suite à l'appel de Glasgow, la COP 27 et la présidence égyptienne aura beaucoup de dossiers urgents à traiter, notamment l'objectif global de l'adaptation. C'est un des articles importants de l'accord de Paris. Donc, on a un objectif de température, c'est vrai, tout le monde le sait, 2 degrés, voire 1,5 degrés Celsius, mais l'objectif global d'adaptation qui nous touche, nous, les pays du Sud, il n'est pas encore très clair. Parce qu'une fois qu'on aura tracé cette feuille de route pour cet objectif, peut-être que les flux financiers vont arriver et peut-être qu'on aura des aides pour pouvoir trouver des infrastructures résilientes et que notre mode de vie devienne plus résilient. Mhm. Et ça, c'est important. Donc, à nous de choisir quel avenir laisser à nos enfants, finalement. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, un avenir à travailler et à surveiller, en tout cas de prévu les chamboulements actuels. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on a vu que dans ce contexte, ce sont toujours les pays pauvres qui souffrent le plus, aussi bien en termes de fourniture que d'approvisionnement en énergie. Alors, cela dit, si ces pays-là aujourd'hui devaient se lancer sur ce train de rattrapage en termes d'énergie verte, quelles sont selon vous les urgences sur lesquelles il faudrait appuyer? A-t-on toujours besoin des fonds extérieurs pour lancer ce genre d'initiative ou est-ce qu'avec ce qui existe localement, il est possible d'avancer? Écoutez, ces derniers jours, j'ai un peu sillonné le monde et le discours que j'ai tenu, je vais vous le redire maintenant, c'est qu'il faut compter sur nous-mêmes avant d'aller chercher des financements ailleurs. Il existe des financements ailleurs, mais ils sont très, très compétitifs. Il y a le Fonds vert climat, très difficile d'avoir un financement pour un projet déterminé. Quand je parle de financement, je parle de quelque chose qui est supérieur à 75 millions de dollars. Parce que des financements très petits avec le Fonds vert climat, on peut les avoir, mais est-ce que vraiment c'est intéressant? Généralement, c'est pour du renforcement de capacité. Le fonds d'adaptation, il est un peu plus facile à obtenir. Il faut préparer des projets bancables. Maintenant, la question la plus cruciale, Omar, et vous avez bien fait de le signaler, c'est que on compte sur nos capacités individuelles, nationales, mais le problème, c'est que quand vous voulez mettre en place des projets, notamment dans le cadre des NDC, donc des contributions déterminées au niveau national pour l'accord de Paris, ça ne se fait pas au niveau des capitales des pays, ça doit se faire au niveau territorial, donc au niveau de ce qu'on appelle le sub-regional projects. Et ça, il y a un problème grandiose de flux de finances, même nationales, pour les régions, pour les territoires, pour qu'ils puissent lancer et mener des projets résilients face au changement climatique. Donc, là, le Maroc vraiment est un bon exemple, parce que non seulement il y a une vision de finance climat locale, nationale, à travers les green bonds, à travers certaines incitations financières, une assurance climat pour l'adaptation, etc. Mais il y a aussi, à un certain moment, le Maroc a mis en place ce qu'on appelle un Climate Smart Agriculture Investment Plan, un plan d'investissement national pour l'agriculture intelligente.
qui va faire face au changement climatique. Et ça, c'est un modèle très intéressant que le Maroc a mis en place, qui pourrait être répliqué dans d'autres pays africains dans le cadre d'une collaboration sud-sud. Ça, c'est très, très important. D'autre part, le Maroc a aussi mis en place des lignes de crédit finance-climat, je dis bien, par des banques privées, chose que dans d'autres pays similaires aux nôtres, ça n'existe pas. Bon, je ne vais pas citer le nom des banques, mais il y a des banques privées qui ont des lignes de crédit en faveur de la finance climat, en faveur, par exemple, de projets de dessalement, d'accord ? Et sachez qu'au Maroc, on est peut-être les rares pays africains et arabes où on a 3 entités nationales et privées qui sont accréditées Fonds climat, Fonds vert climat. Il y a 3 entités. Et il y en a d'autres qui sont sur le pipe pour être accréditées. Et il y en a une, je vais le citer, l'Agence de développement agricole, qui est non seulement accréditée Finance Climat, mais aussi Fonds d'adaptation. Et ces agences-là, nationales, peuvent recevoir des fonds et gérer des projets climatiques sur le terrain. Maintenant, au niveau sous-national, il y a une initiative du ministère de l'Intérieur qui est très, très importante et qui va se déployer bientôt, incessamment, et qui va aller se déployer sur toutes les 12 régions du royaume pour renforcer les capacités des régions, des territoires locaux, pour préparer des projets bancables et qui par la suite seraient financés soit par de la finance nationale, soit par de la finance climat internationale. Et ça, c'est très, très important. C'est une approche structurante du Maroc. C'est un très bel exemple à suivre, aussi bien dans la région, donc à travers de nombreux pays. À ce propos, je rappelle que le projet Nour lui-même était un exemple qui sert en tout cas à pas mal de pays à travers le monde. Merci à vous, professeur Khalid Tem Samani. Je rappelle que vous êtes donc professeur à l'université Abdelmalek et Saadi de Tétouan et en même temps expert international en changement climatique et en biodiversité. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Média. Merci Omar, c'est un plaisir. À très bientôt. Plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.